Bonjour à tous. Donc, chers parents, chers cliniciens, chers chercheurs, chers amis, c'est avec une grande joie que je vous accueille ici à cette 3e journée scientifique du syndrome White-Sutton. Cette rencontre est devenue un moment incontournable pour notre communauté et elle illustre à quel point la mobilisation de cette maladie rare est précieuse et essentielle. Vous êtes tous là, on est à peu près 70 ou 75 parents et adultes du syndrome White-Sutton présents ici. On est très heureux de vous accueillir tous. On a eu des temps forts passés. Il y a eu déjà une première journée scientifique en 2021 qui avait été la première journée de lancement où le professeur Sutton devait venir des États-Unis et le professeur Fèvre était également présente pour lancer cette première journée scientifique. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc du coup, cette journée scientifique a eu lieu en visio. Voilà, c'était notre première de lancement. Et en 2023, donc tous les 2 ans, on organise ces journées scientifiques. En 2023, déjà dans ces locaux, on s'était réunis pour ce deuxième temps d'échange entre les chercheurs, les cliniciens et les familles. Et on avait créé et lancé le conseil scientifique du syndrome White-Sutton. Et on remercie, je vais en parler après, les équipes du conseil. Je remercie également la plateforme Maladies Rares qui nous accueille gracieusement encore aujourd'hui, qui répond à chaque fois favorablement quand on les sollicite. Et je remercie également l'équipe de la filière Handies Rares qui sont tous là, qui co-organisent avec nous cette journée et qui nous aident aussi financièrement puisqu'ils vont nous offrir donc ils nous ont offert les pauses café et la pause goûter tout à l'heure et ils nous offriront également le déjeuner du midi. Et ils prennent également en charge les différents frais des intervenants. Donc, c'est un soutien qui n'est pas négligeable pour notre association. Donc, un grand merci à la filière Handies Rares. Voilà, cette journée, c'est à l'occasion de faire le point sur les avancées, sur la recherche. C'est ça que vous venez chercher en tant que parents. Voir un peu les défis qui nous attendent. Et grâce aux efforts donc, conjugués des médecins, des chercheurs et des familles, on progresse tous chaque jour vers une meilleure prise en charge et une meilleure qualité de vie pour les personnes concernées, donc qui sont nos enfants. Donc, comment va se dérouler la journée ? Je vais vous faire un petit point d'actualité sur notre association en premier lieu. Ensuite, on a 3 interventions scientifiques sur le syndrome qui vont se succéder dans la matinée. Avant de passer à une pause déjeuner à 12h30 qui aura lieu dans le sous-sol en bas. Il y a un code d'accès et je vous ai envoyé le code d'accès pour y descendre tout à l'heure. Et juste un petit mot, si les adultes White-Sutton, c'est trop coûteux pour eux de suivre au bout d'un moment et qu'ils décrochent, n'hésitez pas à descendre. À ce moment-là, prendre un peu l'air, un peu d'espace et puis revenir après. Et l'après-midi, du coup, on reprendra à 14h et l'après-midi sera plus dédié à l'accompagnement des patients. On aura une intervention par une neuropsychologue et une table ronde qui sera animée par le professeur Audan, qui est ici présente et qui va donc animer une table ronde avec 7 adultes de l'association. Donc voilà, je remercie encore chaleureusement tous ceux qui rendent cette journée possible, les experts qui vont partager leur savoir, les adultes White-Sutton qui vont témoigner avec courage, on les en remercie d'avance, les partenaires et les donateurs qui ont rendu possible aussi cette journée. Il faut savoir qu'on finance les deux dîners et les 2 nuits d'hôtel pour les participants et les familles de cette journée, donc c'est pas rien. Merci encore à tous et puis je nous souhaite à tous une journée donc enrichissante, pleine d'échanges et d'espoir. Merci à vous. Bon, alors quelques rappels des objectifs de l'association. Donc on a 3 points. 3 points d'objet de notre association, c'est porter écoute et soutien aux familles qui sont atteintes du syndrome White-Sutton. C'est informer le public, le corps médical et les autorités sanitaires pour améliorer et faciliter le diagnostic. Et enfin, c'est contribuer à l'effort de recherche médicale et améliorer la pratique des soins relatifs au syndrome. Donc, quelques chiffres sur notre année 2024. On rentre dans la 7e année d'existence.
On a démarré donc l'association en 2019 et on est en 2025, mars. Voilà, donc le temps passe et l'association grossit. Aujourd'hui, 97 adhérents sont présents. 64 sont des personnes concernées par le syndrome White Sutton. Et on a 3 Espagnols parmi ces familles, 3 familles espagnoles, une famille allemande, une lituanienne. On remercie donc la présence de notre famille espagnole et de notre famille allemande qui se sont déplacés pour l'occasion. À ce jour, on a plus d'une centaine de donateurs qui ont permis de faire de nombreux dons depuis la création de l'association. Parmi les activités qu'on mène tout au long de l'année, on a effectivement des visiothématiques qu'on aimerait encore pouvoir améliorer et on a besoin aussi de vos thématiques pour pouvoir affiner au mieux et répondre à vos besoins. Donc des visiothématiques organisées tout au long de l'année. On a un groupe fermé Facebook et un groupe WhatsApp sur lequel les parents peuvent échanger. Et les jeunes ont aussi un groupe WhatsApp sur lequel il y a vraiment une cohésion aussi entre eux. Donc si vos enfants sont ados et ont le souhait de rentrer dans ce groupe-là, n'hésitez pas à nous redemander pour qu'on puisse les rajouter. Il n'y a pas vraiment de modérateur. Moi, j'essaye de le faire un peu à distance quand même. Et je suis de toute façon informée par les jeunes qui sont dedans dès que ça dérape. Donc voilà, pour vous dire que c'est un lieu d'échange qui est important aussi pour eux. Et surtout pour pouvoir organiser alors, les rencontres comme aujourd'hui. C'est vraiment sympa pour eux. En termes d'activité toujours, on fait 150 heures d'écoute. C'est principalement l'accueil des nouvelles familles que je fais par téléphone. On aimerait faire plus. Il nous faut des moyens. On en parlait encore tout à l'heure, là, se dire ça serait chouette d'avoir peut-être des temps de permanence par une assistante sociale ou par une psychologue pour être en soutien plus aux familles, etc. Donc voilà. Ça, c'est des choses un peu utopiques, mais peut-être qu'il y a moyen de trouver des relais par des filières ou autres, à rediscuter. En attendant, c'est important. Et si les familles ont besoin d'échanger, elles le font aussi par le biais de ces réseaux et de ces groupes qu'on a constitués. Et puis, je sais que vous échangez aussi beaucoup entre vous. Après, selon les régions où vous êtes, selon l'âge de vos enfants, et c'est en fait l'objet de l'association, donc ça, c'est chouette. Sur chacun de nos événements qu'on organise, parce qu'il faut savoir que d'une année sur l'autre, on organise un seul événement. Donc, il y a une journée scientifique et qui s'alterne avec un week-end des familles. Donc, 2024, nous étions en Bretagne pour la journée, le week-end des familles qui a réuni sur 3 jours 90 participants. Aujourd'hui, nous sommes à la journée scientifique en 2025. On est, en tout, on va être une 80 et quelques participants également. Et l'année prochaine, l'objectif, c'est de remonter un autre week-end des familles, quelque part en France. Ça va être discuté à l'AG. Et sur les accompagnements, les actions qu'on fait aussi tout au long de l'année, on aide des familles financièrement à payer des rééducations ou des activités qui sont adaptées. Donc, à ce jour, il y a entre 10 et 15 familles qui bénéficient de cette aide qui est de l'ordre de 200 €, un maximum de 200 € sur présentation des factures, qui vient en soutien à ces familles-là. Donc, pareil, vous avez les infos, vous les recevez et vous y répondre dans les délais. Et c'est un plus pour les familles. Donc, si on reprend un peu l'évolution de l'association, donc on a démarré, on va dire que fin 2019, on était à 12 patients, dont on avait en tout 17 adhérents. Et aujourd'hui, on est à 98 adhérents, dont 64 patients White Sutton. Donc, vous voyez, il y a une belle progression qui s'est faite. Et là, on n'est qu'au mois de mars. Donc, ça veut dire qu'on va encore continuer à avoir de nouvelles familles. Il y en a encore eu 2. Il y a encore, dans les 10 jours passés, là, j'ai encore accueilli 2 nouvelles familles. Donc ça progresse. Et dont la dernière famille, l'avant-dernière famille, qui était une maman concernée et ses 2 enfants sur les 3 avaient le syndrome.
Au niveau de ces chiffres-là, ce qui est intéressant et assez flagrant aussi, c'est de voir. Alors moi, ce que j'ai retrouvé, c'est que la Banque nationale des données de maladies rares recensait en décembre 2024 67 cas. Nous, on est 64 cas en mars 2025. Et il faut savoir que sur les 64, on a 5 familles Europe. Donc vous voyez, on est presque au complet des cas recensés en France. Alors, juste avant, sur la répartition, ça c'est juste pour vous montrer voilà, comment sont réparties nos différentes familles. On a donc 64 patients, il y a moitié filles, moitié garçons quasiment. Et il n'y a pas une répartition égale sur tout le territoire. Alors, je ne sais pas si au niveau des chercheurs et des médecins, s'il y a un peu des explications. En attendant, moi je trouve toujours que dans le sud, il n'y a pas grand-chose. Non, mais voilà, on voit quand même qu'il y a des zones très concentrées et puis des zones un peu plus espacées, alors sans forcément que ça soit des lieux ruraux, justement. Voilà, en espérant que ces familles-là puissent avoir accès aussi à la recherche et au diagnostic. Donc moi, je vais revenir sur les activités 2024. Il faut savoir que on a les temps forts dont je vous ai parlé, c'est soit la journée scientifique, soit le week-end des familles. L'année dernière, en 2024, on a réuni 21 familles en Bretagne pendant 3 jours. Et c'est un moment qui est vraiment fort parce que l'objectif, c'est de faire du lien entre les enfants Wet'suwet'en, les adultes Wet'suwet'en, les fratries et les parents. Et tout ça, on essaye de mener à chaque fois des ateliers ou des activités qui soient adaptées et qui permettent de faire cohésion entre chacun. Et voilà, donc là, c'est notre deuxième week-end qui est, vous voyez, au bord de mer, sous le soleil, qui s'est super bien passé. Je pense que ceux qui ont participé pourront vous dire les retours positifs qu'on a pu avoir et qui créent en fait cette communauté qu'on a aujourd'hui dans l'association. Donc, rendez-vous 2026 pour le 3e week-end de l'association. Donc ça, c'est le temps fort 2024. Et à côté de ça, je vous disais tout à l'heure, les aides aux familles. Donc là, cette année, 12 familles ont été accompagnées sur des activités qui leur permettent un épanouissement aussi en dehors des rééducations, en dehors d'une scolarité, mais plutôt voilà, sur des activités adaptées ou des rééducations vraiment spécifiques que toutes les familles n'auraient pas les moyens de se financer, comme de l'équithérapie, par exemple. Pour tout ça, pour payer ces week-ends, pour payer ces activités adaptées, ces rééducations, il nous faut lever des fonds. 2024, ça a été une grosse année. On a levé 16 000 € de fonds, alors par plein d'actions. Donc là, il y a un petit panel. Il y a aussi bien des actions qui sont sportives, mais comme des actions qui sont ponctuelles, des ventes de plantes ou des soirées caritatives. Il y a eu vraiment plein d'actions. Encore trop peu de familles. On reviendra dessus à l'AG, je pense. Mais pour autant, voilà, c'est vraiment important pour nous de lever ces fonds parce que en fait, c'est ce qui va nous permettre de mener nos actions de l'association. On ne peut pas demander de subventions, c'est compliqué. Ou sinon, vous pouvez les demander à vos employeurs si c'est des entreprises suffisamment grosses, et là, ils sont plus attentifs. Mais voilà, pour lever des fonds de subventions publiques, c'est plus compliqué pour nous. Et puis, nous, en tant que bénévoles, on n'a pas le temps et les moyens non plus de le faire. Donc, on passe par ces levées ponctuelles. Sur les financements. Et puis, 2024 a été aussi une année un peu particulière où l'asso a eu une belle visibilité. Alors, c'était les JO et grâce à mon mari qui a déposé un dossier, plusieurs dossiers pour porter la flamme olympique. Du coup, c'est en tant que présidente, c'est moi qui ai pu avoir cette chance-là d'être éclaireuse des JO et de surtout mettre en avant l'association. Vous voyez en bas, là, la banderole. J'ai la flamme dans la main avec la banderole. Et il y a eu de l'information sur la presse, il y a eu de l'information sur les réseaux et c'était une belle visibilité aussi pour l'association. À la radio aussi, je suis intervenue où j'ai parlé effectivement de notre association et des activités adaptées et des besoins en fait du sport adapté
la nécessité pour nos enfants, qu'ils soient enfants ou adultes, de pouvoir en bénéficier parce que c'est aussi leur soupape leur échappatoire et c'est leur lieu aussi d'interaction sociale. Et l'autre gros éclairage de l'année 2024, c'est grâce à Tristan, notre actuel trésorier adjoint de l'association, qui est aussi pompier à Bordeaux, et qui a organisé le bal des pompiers de Bordeaux. Ils ont fait une grosse levée de fonds et en plus, ils ont réussi à faire venir M6 pour une interview. Donc, on est passé sur le 1945 là. Lors du bal des pompiers. Là. Donc, c'était chouette de pouvoir suivre et d'être vu sur un plan national. Voilà. Alors, les actions, c'est de la communication, c'est des actions aussi où on ne lève pas forcément de fonds, mais au moins on se rend visible. Alors, vous avez certainement la plupart pu acheter déjà les t-shirts qu'on a. Voilà, l'idée, c'est aussi de faire connaître notre association. Alors, là, c'est par des actions de sport, mais il y a aussi plein d'autres actions. Hier, Mathilde, elle a échangé sur les réseaux, elle le disait, ouais, Mathilde, mais... voilà, Mathilde, qui est secrétaire au bureau de l'asso, elle l'a présenté dans le collège de son fils. Enfin, voilà, il y a plein d'autres actions possibles pour faire connaître notre association et le syndrome White Sutton et aider à ce que nos jeunes, nos enfants ou nos adultes soient mieux aussi compris et reconnus dans leur entourage. Côté scientifique, donc là, on aura. Alors, on a déjà notre intervenante juste après qui est présente, Colline Cormier, qui va vous parler de l'étude sur les troubles gastro qui a été réalisée sur le syndrome White Sutton et devrait arriver d'ici peu la suite de l'équipe scientifique qui a eu un souci de train et qui vous présentera l'étude sur les troubles psy qui va être lancée. Le professeur Fèvre fera aussi une intervention sur là où on est le syndrome à l'international. Donc voilà, côté scientifique, en fait, il y a ces deux grosses études qui sont vraiment prioritaires pour nos familles. On a demandé il y a quelque temps déjà d'être positionné sur une liste d'attente de la filière Handirard pour pouvoir bénéficier un jour d'avoir une capsule vidéo sur la présentation de ce qu'est le syndrome White Sutton. J'espère qu'on y viendra d'ici je ne sais pas combien d'années ou de mois, j'en sais rien. Voilà, en fait, la filière prend en charge pour certaines grosses associations, syndromes, des présentations voilà, et c'est quoi? C'est des captations vidéo. En fait, ça s'appelle les vidéos syndrome et sont des vidéos qui sont réalisées avec deux familles, la plupart du temps avec deux enfants du coup différents, et on s'immisce vraiment au sein des familles pour parler de beaucoup de choses par rapport au syndrome, mais de la vie quotidienne aussi, que ce soit autant des difficultés, mais aussi tout ce qui est à côté en positif, et une partie médecin qui explique le syndrome, le diagnostic, etc. Et c'est vrai qu'il y a 2 vidéos qui sont tournées par an, donc il y a beaucoup de demandes, et on est encore en cours sur la dernière vidéo, donc la prochaine, normalement, ça devrait être dans tous les cas. La prochaine, mais j'espère que c'est les prochaines en tout cas. Mais normalement, c'est dans les clous sans problème. Ouais. Super. Donc ça va nous aider aussi à avoir une meilleure visibilité sur les réseaux pour que vos enfants aussi puissent présenter ce qu'est leur syndrome, pour que vous puissiez aussi l'expliquer à vos familles, à vos entourages. Donc on l'attend impatiemment. Et enfin, le dernier point côté scientifique, c'est l'enquête que je serine toutes les nouvelles familles pour remplir. C'est l'enquête de Génida, qui est, alors je crois que c'est la slide d'après, c'est une enquête participative des familles qui recense alors il y a un certain nombre de questions, ça dure à peu près 3/4 d'heure à remplir.
Pour autant, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment toute l'approche, ce que vivent les familles, ce que vit l'enfant au plus proche dans sa famille, et c'est intercroisé après avec les études scientifiques, vraiment purement scientifiques. Et en fait, plus la cohorte est importante, plus déjà on va avoir d'intérêt aux yeux des chercheurs à se dire là ça vaut peut-être le coup de faire quelque chose, et peut-être que d'ailleurs c'est comme ça que sont nées nos 2 études, hein. Peut-être que vous en parlerez après, mais aujourd'hui, donc là les chiffres ils sont récents, là il y a 38 dossiers déposés sur Génita, il y en a 30 en France. Et voilà, la moyenne d'âge, vous voyez, c'est 15 ans et demi, en gros, de l'âge des enfants. Et donc voilà, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas fini de le compléter, de vraiment le faire, parce que c'est précieux pour la poursuite de la recherche scientifique sur le syndrome. D'ailleurs, voilà, là, Pauline Burger nous a transmis la dernière slide qui recense, voilà, un peu un état des lieux de ce que ça donnait au niveau des réponses. Donc là, on voit vraiment des problèmes de comportement qui sont majeurs dans ce qui est répondu, des problèmes de vision, diagnostic de déficience intellectuelle, troubles du sommeil, problèmes au cours de la grossesse ou de l'accouchement. Problèmes digestifs, problèmes alimentaires, autres désordres de mouvement, mais ça je sais pas, j'ai pas su ce que ça voulait dire. Et puis le TSA, voilà, ça c'est parmi les plus gros troubles. Je vous rappelle que on a la chance, donc depuis le lancement de la 2e journée scientifique en 2023, d'avoir pu constituer un conseil médical et scientifique sur le syndrome White-Sutton qui réunit plusieurs professionnels. On a effectivement le professeur Laurence Fèvre qui devrait arriver, qui est au CHU de Dijon et qui a plein de casquettes et qui porte ce conseil scientifique. On a le professeur Audin qui est juste là et qu'on remercie encore d'être toujours présente, de répondre favorablement à chaque fois qu'on l'invite, qui répond aussi quand on a des besoins par rapport à des problématiques des familles ou voilà une poursuite scientifique de cet ordre-là. On a dans ce conseil, alors là, elle n'est pas encore arrivée, c'est Raphaël Motoles qui remplace le docteur Clément de Souza, qui est parti de la région. Donc elle est sur Dijon, le CHU de Dijon. Alors je voulais profiter de l'occasion pour la solliciter et lui demander si elle acceptait officiellement de rentrer dans le conseil scientifique. Je lui ai mis un mail, j'ai pas eu de retour non plus. Je le ferai en off. Donc on verra si elle accepte de rejoindre le conseil, en sachant que voilà, ces personnes-là sont toutes bénévoles et que c'est important pour nous d'avoir de pouvoir constituer une aussi belle équipe de qualité. On croise les doigts. On a également le professeur Demilly qui est au CHU de Lyon et qui est référente génopsie, que vous connaissez pour certains puisqu'elle a fait une intervention il y a 2 ans sur les troubles psy, et donc a présenté Génopsie. Et puis Amélie Piton, qui est généticienne moléculaire à Strasbourg, qui avait suivi aussi des débuts d'études sur le syndrome. Donc voilà, ce sont les personnes qui constituent le comité médical et scientifique et qu'on espère pouvoir encore garder auprès de nous. Et on a encore de la place pour d'autres nouvelles personnes qui seraient intéressées de rejoindre l'équipe et de pouvoir travailler aussi avec nous, hein, parce qu'on n'est que des parents bénévoles et qu'on ne sait pas non plus comment faire vivre aussi ce conseil médical et scientifique, comment améliorer les choses. Donc voilà, on va être un gros bureau maintenant et on va avoir du temps peut-être pour travailler plus étroitement avec ce conseil médical et scientifique si c'est possible. Alors juste avant, je vais juste revenir pour il y a au moins un tiers dans la salle
de nouvelles familles. Je ne sais pas si toutes ont bien vu, mais normalement, je vous ai envoyé le lien vers la publication du PNDS, c'est le protocole national de diagnostic et de soins du syndrome White-Sutton, qui a été réalisé et validé en 2022. C'est une super feuille de route pour vos équipes médicales et tout un tas d'autres professionnels. Donc, essayez de la relire, essayez de refaire un point aussi sur ce qui a été évalué chez vos enfants. Voilà, est-ce que vous avez un peu suivi les préconisations, etc. Donc voilà, c'est un vrai bel outil qu'on a pour le syndrome. Vous avez reçu également la carte d'urgence maladie rare, qui est remplie aussi pour le syndrome White-Sutton. Et après, reste à vous effectivement de remplir les coordonnées pour votre enfant, qui est aussi une porte d'accès un peu prioritaire sur les services d'urgence, enfin voilà, pour expliquer peut-être la pathologie plus précise de vos enfants et l'attention qu'il faut avoir quand ils rentrent dans des services notamment d'urgence par rapport à leur syndrome. Voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Et puis, terminer par vous dire que voilà, tout ça ne peut se faire sans un réseau de professionnels et de filières. Hein. Donc, on est très, très attaché historiquement à la filière Handirard, qui nous soutient depuis de nombreuses années, depuis la création quasiment. La filière déficience aussi, on travaille à leur côté. On a également Maladie Rare Infoservice qui est ici à l'étage. Génida, puisqu'on est membre de Génida également. L'Alliance Maladie Rare, donc c'est ici une des salles de la plateforme de l'Alliance qui nous accueille et qui nous ont beaucoup aidé dans les démarrages de l'association. Et enfin, Aurore 10 pour le volet plutôt international. Donc voilà, tout ce réseau, il est important pour faire vivre l'association, avoir une meilleure visibilité, mais aussi être plus... avoir plus de valeur en fait aussi par rapport à l'existence de l'association et du syndrome. Voilà ce que je voulais dire sur l'actualité de notre association. Du coup, moi je suis Colline Cormier, donc je suis pédiatre au CHU de Dijon, spécialisée en gastropédiatrie, donc tous les troubles digestifs des enfants. Et je vais vous présenter l'étude des troubles digestifs chez les patients atteints d'un syndrome de White-Sutton qu'on a réalisé avec le professeur Fèvre grâce à vous et grâce à votre participation et qui s'intitulait donc le syndrome des vomissements cycliques et autres troubles digestifs chez les patients atteints d'un syndrome de White-Sutton, une étude participative. Donc certains d'entre vous l'auront peut-être déjà entendu en anglais. J'espère qu'en français ce sera un peu plus facile à comprendre. Donc tout d'abord quelques généralités qu'on va passer assez rapidement parce que vous êtes tous bien informés de ça. Donc le syndrome de White-Sutton, c'est un trouble du neurodéveloppement syndromique qui sont définis par des difficultés dans l'acquisition et l'exécution de fonctions intellectuelles, motrices, sensorielles, comportementales ou sociales et qui apparaissent pendant la période de développement psychomoteur. C'est une pathologie qui résulte d'une variation hétérozygote pathogène au sein du gène POGZ, POGZ, qui code pour une protéine homonyme, dont toutes les fonctions ne sont pas bien connues à ce jour, mais dont le rôle a été démontré dans la mitose, donc dans la réplication cellulaire, et dans le développement neuronal et synaptique. Les synapses, ce sont des relais entre les neurones, les cellules et entre les neurones, donc toute une atteinte au niveau du développement neuronal. Le syndrome de White-Sutton, il est caractérisé par un large spectre d'atteintes cliniques avec, pour vous donner quelques chiffres, une atteinte neurologique dans 100% des cas, une atteinte ophtalmologique dans 60% des cas qui comprennent des dystrophies rétiniennes ou des hypoplasies du nerf optique. On retrouve ensuite des troubles digestifs dans 59 à 89% des cas qui sont caractérisés majoritairement par des difficultés alimentaires et des vomissements, cycliques ou non. Et on trouve également d'autres spectres d'atteinte avec par exemple des malformations de l'appareil urinaire, des infections récurrentes, une surdité ou encore des troubles du sommeil. Si on se concentre sur les troubles digestifs dans le syndrome de White-Sutton, on a une prévalence, c'est-à-dire un nombre de patients atteints de troubles digestifs parmi les patients présentant un syndrome de White-Sutton qui va de 59 à 89% des cas. Et ces chiffres, ils sont issus de 2 principaux articles publiés dans la littérature, ce qui est peu.
Ces chiffres, ils sont quand même importants et ils sont plus importants que dans la population spécifique des troubles du spectre de l'autisme. On retrouve là une prévalence de 47% à peu près, ce qui est déjà important, mais qui est moins important que ce qu'on a déjà rapporté dans le syndrome de White-Sutton, à savoir que dans les troubles du spectre de l'autisme, on parle de plus en plus de troubles gastro-intestinaux ces dernières années. On retrouve des difficultés alimentaires dans 52 à 61% des cas, une constipation fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas une cause malformative derrière, dans 30 à 47% des cas. Il y a un reflux gastro-œsophagien qu'on catégorise de pathologique à différencier d'un reflux qui n'entraîne pas de conséquences, pas de douleur. Et la prévalence, la proportion de patients atteints, elle n'est pas connue, elle n'est pas décrite dans les articles précédemment publiés. Et enfin, on retrouve des vomissements répétés qui sont parfois cycliques, qui rentrent parfois dans le cadre d'un syndrome des vomissements cycliques, avec une prévalence qui est quand même très importante dans la littérature, entre 21 et 42%. Le syndrome des vomissements cycliques, il a une prévalence en population générale pédiatrique, donc chez les enfants sans pathologie ou avec, de 1,9%. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre la prévalence en population générale et chez les patients qui sont atteints d'un syndrome de White-Sutton. Le syndrome des vomissements cycliques, c'est un syndrome qui est caractérisé par des épisodes stéréotypés, ça veut dire qu'ils sont tout le temps identiques, de vomissements ou de nausées qui ne cèdent pas spontanément, donc qui persistent et qui sont très invalidantes, qui se répètent de manière cyclique dans le temps, avec un retour à un état clinique de base entre chaque épisode. Donc on a voulu faire cette étude déjà pour répondre à une demande répétée de la part des membres de l'association et les objectifs étaient donc de décrire les troubles gastro-intestinaux présentés par les patients atteints d'un syndrome de White-Sutton et en particulier les vomissements répétés et cycliques qui avaient une prévalence étonnamment élevée. Et du coup on voulait calculer la prévalence de tous ces troubles digestifs. Afin de répondre à ces objectifs, on a créé un questionnaire qui était divisé en 5 parties. Une première partie générale qui s'intéressait au sexe, aux antécédents, à l'âge, etc. et aux variations génétiques des enfants. La deuxième partie, elle était consacrée aux vomissements répétés. On cherchait du coup l'existence d'un syndrome des vomissements cycliques à l'aide des critères de ROM4. Les critères de ROM4, je vais vous en parler plusieurs fois pendant la présentation. C'est des critères de littérature validés dont on se sert pour diagnostiquer des pathologies digestives chez les enfants. C'est vraiment la référence en gastropédiatrie, c'est les critères de ROM4 qui nous permettent de dire que oui, il y a un enfant qui souffre ou pas de cette pathologie. On cherchait aussi les migraines, là cette fois à l'aide des critères de l'ICHD3. C'est pareil, c'est un peu comme pour les troubles digestifs, mais pour les troubles neurologiques. Donc c'est des critères validés dans la littérature. Et on voulait évaluer le retentissement de ces vomissements, la prise en charge et l'évolution. On cherchait également l'existence d'une constipation, donc à nouveau à l'aide de ces critères de ROM4 et la prise en charge. On cherchait aussi l'existence de difficultés alimentaires, on voulait connaître la cause et l'existence d'un support nutritionnel, et si oui, à quel âge et pour quelle durée. Et enfin, on s'intéressait au reflux gastro-œsophagien, on cherchait des signes extradigestifs, on demandait si des examens complémentaires avaient été réalisés et quel avait été le traitement et la prise en charge des enfants. Donc ce questionnaire, une fois qu'il a été créé, on l'a fait parvenir à l'association qui vous l'a ensuite redistribué par mail. J'ai contacté plusieurs familles et praticiens référents, avec votre accord évidemment, s'il y avait des vomissements répétés ou des informations manquantes pour compléter un petit peu le questionnaire et pour affiner un peu la démarche diagnostique. Donc concernant les résultats généraux, on a eu 34 patients qui ont participé à l'étude. Ça correspondait donc à un taux de réponse de 72% de la part des membres de l'association. Et ça correspondait du coup à 58% des patients français qui sont répertoriés dans la Banque nationale de données maladies rares. Donc ça nous a permis de décrire plus de la moitié des patients français. Les principaux antécédents, ils étaient neurologiques dans 100% des cas. Ophtalmologiques, on avait 80% de prévalence. Et on avait 60% de troubles gastro-intestinaux. On avait une majorité de variations génétiques tronquantes. Donc, concernant les vomissements répétés, on a vu une prévalence de 35%.
de patients qui présentaient des vomissements répétés. Ça faisait 12 patients sur les 34 qui ont participé à l'étude. Parmi les causes de ces vomissements répétés, on a retrouvé du coup un syndrome de vomissement cyclique dans 25% des cas, des migraines dans 25% des cas et d'autres causes dans 50% des cas, autres causes qui correspondaient par exemple à des gastrites, donc à des inflammations de l'estomac ou encore à des événements, enfin des effets secondaires d'un traitement médicamenteux. Si on s'intéresse aux patients qui présentaient des vomissements répétés non cycliques, l'âge moyen d'apparition des symptômes, il était de 6,7 ans. L'impact sur la qualité de vie était évalué à 4,25 sur 5. L'évolution retrouvait une amélioration de ces vomissements dans 67% des cas, une stabilité dans 22% des cas et une aggravation dans 11% des cas. Il y a 4 patients qui n'avaient jamais bénéficié de consultations spécialisées concernant ces vomissements répétés et 2 patients qui n'avaient même jamais eu de consultation médicale pour ces vomissements répétés. Si on s'intéresse au syndrome des vomissements cycliques dans cette étude, on avait une prévalence du coup de 8,8%, donc 3 patients sur 34. L'âge moyen d'apparition des symptômes était plus jeune, 3,7 ans. L'impact sur la qualité de vie était majeur, évalué à 5 sur 5. Et il y a un patient qui n'avait jamais bénéficié de consultation spécialisée concernant ce syndrome des vomissements cycliques. Concernant l'évolution du syndrome chez les 3 patients de notre étude, pour le premier patient, il avait commencé à être symptomatique à l'âge de 2 ans en présentant environ un épisode de vomissement par mois jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'y avait pas eu de diagnostic pendant la période symptomatique et pas de traitement mis en place. Le deuxième patient, du coup, qui présente un phénotype digestif assez important du syndrome de White-Sutton, avait commencé à être symptomatique vers l'âge de 4 ans, présentant environ un épisode de vomissement par mois, jusque vers l'âge de 9 ans, où il avait eu besoin d'une nutrition parentérale transitoire. Un traitement du syndrome des vomissements cycliques avait été mis en place, avec une amélioration par la suite. Et l'année dernière, il avait présenté une aggravation de ses troubles digestifs avec un recours à nouveau à une nutrition parentérale. Et j'ai appris ce matin qu'il va beaucoup mieux. Et du coup, je suis bien contente pour lui. Le troisième patient a commencé à être symptomatique à l'âge de 5 ans, présentant un épisode de vomissement tous les 4 mois pendant 15 ans, jusqu'à être asymptomatique à l'âge de 20 ans. Il y a eu un traitement du syndrome des vomissements cycliques mis en place, mais qui n'a pas permis en tout cas d'améliorer franchement la situation rapidement. En ce qui concerne la constipation, la prévalence était de 35%, donc quand on demandait aux parents est-ce que votre enfant présente des signes de constipation, il y avait 12 patients qui étaient concernés. Si on appliquait les critères de Rome 4 dont je vous ai parlé, il n'y en avait plus que 6, donc ça faisait baisser la prévalence à 18%. Parmi ces 6 patients, il y en a 4 qui étaient traités par laxatif, un qui suivait des règles hygiéno-diététiques pour sa constipation et un qui n'était pas traité. Et parmi les 6 autres patients qui ne répondaient pas aux critères de Rome 4, il y en avait quand même 4 qui étaient traités par des laxatifs, même 5, et 2 qui nécessitaient des lavements réguliers et un qui n'était pas traité. Concernant les difficultés alimentaires, il y avait 29% des patients qui étaient concernés d'après leurs parents, ça faisait 10 patients sur les 34. Il s'agissait de problèmes de mastication, de déglutition, un reflux gastro-œsophagien qui était responsable des difficultés, une hypersensibilité de la sphère buccale ou encore une allergie aux protéines de lait de vache qui peut être responsable de difficultés alimentaires. Il y a 2 patients qui ont eu recours à une nutrition entérale, ça veut dire une nutrition soit sur une sonde nasogastrique directement dans l'estomac, soit par gastrostomie avec un bouton qui va directement dans l'estomac pour alimenter les enfants. Et un patient qui a eu recours du coup à une nutrition parentérale. La nutrition parentérale, c'est une nutrition directement dans les veines par perfusion. Le reflux gastro-œsophagien, on a retrouvé une prévalence également de 29%, donc 10 patients sur les 34. Il y en a 4 qui présentaient ce qu'on appelle des signes extradigestifs de reflux gastro-œsophagien. C'est des signes qui ne sont pas digestifs, mais qui sont en lien avec le reflux, comme des infections ORL, des otites répétées ou une toux chronique. Il y a 5 patients qui avaient eu besoin d'examens complémentaires, un patient qui avait eu une pH-métrie. Une pH-métrie, c'est quand on met une sonde dans le nez et qu'on va mesurer l'acidité au niveau de l'œsophage, et un transit œsogastro-duodénal. Un transit œsogastro-duodénal, c'est qu'on fait avaler aux enfants un produit de contraste et après on voit s'il y a un reflux de ce produit dans l'œsophage. Et ces 2 examens avaient confirmé le diagnostic de reflux chez cet enfant. Il y a 3 enfants qui avaient eu une endoscopie digestive,
Donc l'endoscopie, on va voir avec une caméra dans l'œsophage et dans l'estomac et on voit des signes de reflux. Et chez ces 3 patients, il y avait effectivement une confirmation des symptômes. Et le dernier patient qui avait eu un examen complémentaire, il avait également eu une pH-métrie qui ne retrouvait pas de reflux acide. Il y a un patient qui avait eu ce qu'on appelle une fin d'obligature, c'est une prise en charge chirurgicale de son reflux gastro-œsophagien, et 6 patients qui étaient traités par IPP, c'est des médicaments qui sont là pour neutraliser l'acidité gastrique, qu'on utilise beaucoup dans le reflux gastro-œsophagien. On a donc réalisé la première étude qui était focalisée sur les troubles digestifs chez les patients atteints d'un syndrome de White-Sutton. On a obtenu un taux de réponse très satisfaisant de votre part et on vous en remercie. Cette étude participative, donc le fait de demander aux parents directement des questions et d'obtenir des réponses concernant leur enfant, ça nous a permis d'obtenir une description vraiment détaillée des troubles digestifs et de se faire une bonne idée sur l'impact que ça avait sur la qualité de vie. Et c'était vraiment intéressant de faire cette démarche. Et encore une fois, on vous remercie d'avoir pris le temps de participer à cette étude. Les caractéristiques générales des patients, à savoir la proportion de troubles neurologiques, digestifs ou ophtalmologiques, étaient similaires à ce qui était décrit dans la littérature. On avait une prévalence des troubles digestifs qui était en accord avec ce qui était déjà décrit dans la littérature. En revanche, les variations génétiques des participants étaient moins sévères que ce qui était publié dans certains autres articles de la littérature. Et ça aura son importance, je vous expliquerai pourquoi. En ce qui concerne le syndrome des vomissements cycliques, on a trouvé du coup une prévalence de 8,8%, donc qui est quand même bien inférieure à celle qui était décrite dans la littérature, dans les 2 articles principaux. Et du coup, pour comprendre pourquoi, j'ai fait ce qu'on appelle une revue de la littérature, c'est-à-dire que j'ai cherché sur les plateformes de publication scientifique tous les articles qui parlaient de patients atteints d'un syndrome de White-Sutton et dans lesquels une information était disponible sur la présence ou l'absence de troubles digestifs. Et du coup, j'ai retenu 19 articles qui rapportaient un total de 81 patients. Et la prévalence de syndrome des vomissements cycliques était de 14,8%, ce qui se rapprochait quand même un peu plus de ce qu'on a trouvé nous. Et les caractéristiques des patients White-Sutton avec un syndrome des vomissements cycliques étaient semblables à la population générale, à savoir l'âge de début des symptômes, la durée des symptômes et l'évolution spontanément favorable après un certain temps. C'était similaire à ce qui concerne les enfants en général qui sont concernés par un syndrome des vomissements cycliques. On s'est également intéressé à savoir s'il y avait une corrélation entre la variation génétique et le phénotype digestif. Donc sur cette figure, on a une représentation schématique de la protéine avec au-dessus les variations génétiques des patients qui présentaient un syndrome des vomissements cycliques et en dessous les variations génétiques des patients présentant un syndrome des vomissements cycliques dans la littérature. Et donc les 3 du dessus, c'est ceux de l'association et en dessous, c'était ceux de la littérature. Et on a l'impression qu'elles sont proches, mais en fait, elles sont surtout localisées là où il y a le plus de variations génétiques sur le gène. Et elles n'intéressent pas un domaine protéique en particulier, donc on n'a pas réussi à émettre d'hypothèse, en tout cas sur l'association entre la variation génétique et le phénotype digestif des enfants. Cette étude, en ce qui concerne les vomissements répétés non cycliques, elle nous a permis de trouver d'autres causes de vomissements répétés que le syndrome des vomissements cycliques, et on va pouvoir les rapporter dans la littérature, ce qui est pour l'instant pas le cas. Le diagnostic de la cause des vomissements répétés, il nous a quand même semblé assez compliqué chez ces enfants. Il y a une association des troubles digestifs les uns avec les autres qui est très fréquente et qui rend le diagnostic difficile. Quand on est constipé et qu'on vomit, c'est un peu difficile de savoir est-ce que la constipation entraîne les vomissements, est-ce que ça a rien à voir. Et en plus, il y a plusieurs parents qui nous ont signalé qu'ils avaient des difficultés à savoir si leur enfant était douloureux, inconfortable, nauséeux. Et ça rend le diagnostic encore plus difficile parce que ces symptômes sont des symptômes génériques de troubles digestifs qui sont importants pour nous pour diagnostiquer les causes. Et c'est vrai que l'association de ces facteurs rend le diagnostic difficile. Et c'est ça qui nous fait dire que le recours à un spécialiste est vraiment important pour vous aider dans le diagnostic de vos enfants, parce que c'est vraiment pas simple.
Les vomissements répétés avaient un fort impact sur la qualité de vie. On s'y attendait, mais ça a bien été confirmé. Et il y a quand même une vraie nécessité d'améliorer la prise en charge de ces enfants pour améliorer la qualité de vie à la fois des enfants et je pense de la famille. En ce qui concerne la constipation, on a trouvé une prévalence. Donc, si on retenait les critères de ROM4 qui étaient bien inférieurs à la littérature, cependant, il y avait quand même une grosse majorité des patients qui ne répondaient pas aux critères de ROM4 pour la constipation qui étaient traités. Et ça nous fait dire qu'il y a une difficulté d'appliquer ces critères diagnostiques chez les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement. Ça commence à être un peu décrit dans la littérature, mais ça se montre encore à nouveau ici. C'est des critères qui sont pas faits pour les patients qui présentent des troubles du neurodéveloppement et qui sont du coup difficiles à appliquer et ça entraîne encore des retards diagnostiques et des difficultés de prise en charge. En ce qui concerne les difficultés alimentaires, on a également trouvé une prévalence qui était moins importante à celle décrite dans la littérature. On a supposé que l'absence de définition claire de difficultés alimentaires avait pu entraîner une sous-estimation. C'est pareil, on s'est dit que peut-être que des parents avaient oublié certaines difficultés que leur enfant avait pu avoir quand il était tout petit et c'est quelque chose qui est très courant quand on fait des questionnaires comme ça pour faire des études scientifiques. On sait qu'il y a des choses qui sont oubliées avec le temps. Et le fait qu'on ait trouvé aussi une prévalence de la nutrition entérale, donc sur sonde nasogastrique ou gastrostomie, qui était inférieure à celle de la littérature, nous a quand même laissé supposer que le fait qu'on ait moins de variations génétiques graves pouvait aussi être responsable du fait qu'il y avait moins de problèmes graves digestifs. En ce qui concerne le reflux gastro-œsophagien, donc cette étude, elle nous permet pour la première fois de rapporter une prévalence chez les patients atteints d'un syndrome de Watt-Sutton, qui est plus importante que celle retrouvée et décrite en population pédiatrique. C'est un symptôme qui participe aux difficultés alimentaires et qui est un diagnostic différentiel de syndrome des vomissements cycliques. Et ça nous paraît vraiment important qu'il soit diagnostiqué et pris en charge chez ces enfants. Et donc en conclusion, on a réalisé une étude qui était vraiment focalisée sur les troubles gastro-intestinaux et le côté participatif nous a vraiment permis d'avoir une description détaillée et c'est vraiment très précieux pour la littérature scientifique. On a trouvé quand même une prévalence importante du syndrome des vomissements cycliques, même si elle était inférieure à celle déjà décrite dans la littérature, avec un impact majeur sur la qualité de vie. Il est donc nécessaire de mieux orienter les patients vers les professionnels adaptés pour faciliter les diagnostics et du coup améliorer la qualité de vie. Il nous semble intéressant de réaliser des études supplémentaires pour rechercher une corrélation génotype-phénotype, puisque si on avait vraiment des variations claires qui entraînent certains troubles digestifs, il y aurait peut-être un retard diagnostique moins important et des traitements qui pourraient être mis en place plus tôt et ça faciliterait quand même les prises en charge. Donc voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Et merci encore pour votre participation. C'était vraiment précieux d'obtenir toutes vos réponses. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous écoute. En tout cas, bonjour à tous. Désolée encore du retard. On est content d'être ici. Donc moi, je suis le docteur Raphaël Motolez. Et effectivement, j'étais à Lyon avant et j'ai rejoint l'équipe de Dijon tout récemment. Et avec Capucine, qui était déjà présente lors de la dernière journée pour ça, on va vous présenter finalement l'étude des troubles psychiatriques puisqu'elle va pouvoir bientôt démarrer. L'idée, c'est de vous présenter de façon assez simple un peu comment elle a été créée, pensée, en lien avec ce que vous pouviez apporter ou dire, décrire en tout cas des patients de la symptomatologie psychique et ce qu'on va mettre en place et puis comme que vous puissiez un peu plus comprendre comment ça va se dérouler pour pouvoir en tout cas y participer. Tout d'abord, quelques mots sur l'équipe auquel on est rattaché du Génopsy de Dijon qui a démarré, je crois, l'année dernière. Finalement, on travaille avec Laurence. Donc moi, je suis comme pédopsychiatre. On a aussi un psychiatre adulte et Capucine qui va travailler aussi avec nous sur ce projet. Et puis, il y a Jenny aussi Cornaton qui vous présentera tout à l'heure, mais qui est aussi impliquée dans le projet de recherche sur les signes psychiatriques. Donc tout d'abord, je ne vais pas revenir en détail sur le syndrome, vous le connaissez bien, mais il y avait des points quand même importants à souligner. C'est que d'abord, c'est une pathologie qui est complexe avec des
prise en charge pluriprofessionnelle, et aussi des symptômes somatiques comme digestifs, ce qui vous a été présenté précédemment. C'est important de les garder en tête, même si on étudie, nous, sur les signes psychiatriques. C'est un syndrome qui a été décrit le plus fréquemment impliqué dans les troubles du développement intellectuel. Il y a une étude qui a été faite aussi par l'équipe de génétique sur cette thématique-là, avec 19 patients inclus, qui montrent aussi des profils hétérogènes. Il y avait un patient porteur d'un trouble du spectre de l'autisme qui a été retrouvé. Donc chaque, finalement, patient porteur du syndrome va être différent. Et les prises en charge, en tout cas les problématiques somatiques et à la fois intellectuelles, impactent aussi forcément sur les troubles psychiques décrits. S'il y a des douleurs non perçues, des choses qu'on ne voit pas, ben forcément ça peut provoquer des agitations. Donc il faut bien y penser quand on a des patients qui ont des troubles du comportement. Pareil pour lorsqu'il y a un niveau intellectuel un peu plus en difficulté, qu'il y a des difficultés de communication, d'expression, des choses pas adaptées, ben ça peut entraîner aussi des problèmes psychiques, d'anxiété, d'inquiétude ou d'agitation. Et à l'inverse, les troubles psychiques qui sont décrits et quand même fréquents, ben ça peut impacter à la fois sur l'expression, en tout cas des capacités des personnes ou des patients. Si on est très très anxieux ou très très envahi et que c'est pas canalisé, forcément, pour faire dans la vie quotidienne de tous les jours ou des tâches de concentration, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Sur les troubles psychiques, ils sont quand même décrits, ils sont bien notés, leur présence dans le plan national de soins. Ce qui ressort, c'est principalement l'anxiété, mais finalement, on n'a pas de description très fine des troubles psychiques ou psychiatriques que peuvent présenter les patients. L'anxiété, c'est décrit de façon assez générale. On sait que ça peut regrouper le trouble anxieux généralisé, le trouble obsessionnel, mais il y a très peu d'études vraiment spécifiquement dédiées à ça. Il y a des études dans la littérature qui sont quand même écrites, mais c'est souvent 1 ou 2 patients, donc très sporadiques, et c'est principalement les troubles anxieux, ou après, alors ça s'intéresse plutôt à la gestion des troubles du comportement. C'est ce qui vient au premier plan, mais pas tellement à comprendre pourquoi il y a ces troubles-là. On sait qu'il y a aussi du TDAH et des difficultés d'interaction sociale, mais du coup, c'est parti un peu de là, d'une nécessité de décrire peut-être plus précisément pour vous aider à mieux comprendre les troubles du comportement. C'est dans l'autre sens. On s'est basé aussi, on a regardé ce qu'il y avait dans la cohorte Génida. On vous a mis le graphique, ça date de décembre 2023. On voulait le mettre à jour pour cette réunion aujourd'hui, mais là, le site, on n'avait plus accès. Mais de toute façon, ça redonne un petit peu les choses essentielles. Ce que vous rapportez le plus, c'est finalement le trouble anxieux, les difficultés d'attention, les comportements répétitifs. On trouve les obsessions, mais finalement, pour nous, au niveau psychique, c'est plus aussi des symptômes qu'on peut retrouver qui peuvent être expliqués par différentes choses. Je pense d'où l'intérêt de faire vraiment une étude dédiée avec peut-être plus de patients qui seraient inclus dans l'étude. Donc je reviens un petit peu sur comment a été créée l'étude. Laurence vous l'a un peu déjà dit, c'est parti principalement des échanges et du lien important qu'il y a entre l'association, en tout cas White Sutton, et puis les chercheurs, où c'était rapporté quand même, vous pouviez décrire qu'il y avait beaucoup de troubles anxieux présents chez les patients. L'étude se fait en collaboration, et c'est important de le dire, avec l'équipe de Génopsy de Lyon, du professeur Caroline Demilly. Donc on va pouvoir 2 équipes qui vont se mettre à la tâche pour essayer de répondre de la meilleure manière à ces questions. Et puis le constat dont je vous ai parlé, c'est qu'il y a finalement peu de données précises présentes sur ce sujet. Et finalement, mieux comprendre, mieux identifier, ça permet après de les voir peut-être plus tôt, mettre des prises en charge plus adaptées, et aussi que les personnes qui s'occupent, et puis pour vous aussi, de bien comprendre ce qui se passe. Donc vraiment, c'était important de le remettre, parce que c'est pas si souvent que ça que les études se font directement en lien avec les associations, partent du besoin aussi rapporté des patients. Et puis après, il y a eu un vrai travail de ça, une fois que ça a été recueilli, peut-être vos besoins à vous et les problématiques à répondre, plusieurs temps d'échange et de concertation entre équipes, entre nous aussi qui allons porter le projet, pour arriver à faire un design de l'étude qui soit à la fois adapté et pour bien répondre à la question posée, parce qu'on peut y répondre de plusieurs manières, et aussi que ce soit faisable pour vous et les patients.
pas faire des choses qui seraient trop difficiles ou non accessibles auxquelles vous pourriez pas répondre. Donc, c'est pour ça aussi que ça a mis peut-être un peu plus de temps à se mettre en place, mais c'est vraiment l'idée d'avoir un protocole de recherche plutôt clair et qui va répondre précisément à la question et auquel vous pourrez participer. Donc, en tout cas, il ne faut pas hésiter à nous poser des questions là aujourd'hui. Donc, vraiment, l'objectif de l'étude, c'est d'avoir une étude descriptive sur les symptômes psychiatriques dans le syndrome de White-Sutton, mais de balayer vraiment très large. Donc là, je vous ai mis les symptômes dont on évoque quand on parle des troubles psychiques. Ça ne veut pas dire que pour l'instant, ils sont décrits chez vous. On va chercher en rouge, c'est les troubles du comportement, parce que forcément, c'est le problème majeur qu'on va rencontrer, souvent quand c'est peu diagnostiqué, et qui va poser des problèmes sur le quotidien et la qualité de vie. Mais avant ça, on peut se poser la question du trouble du spectre de l'autisme, de l'anxiété, des TOC. Et puis, quand on parle de troubles psychiques, il y a aussi la dépression, la bipolarité. C'est peut-être pas forcément évoqué, mais c'est chez vous. Mais ce sera important de pouvoir répondre et dire, finalement, c'est pas des problématiques qu'on retrouve associées à ce syndrome. Du coup, vous voyez que la problématique psychique, c'est quand même très, très, très large. Donc, pour arriver à balayer de façon précise, c'était important qu'on fasse un protocole vraiment précis, sans vous surcharger non plus. Le but, vraiment, c'est après l'impact vraiment sur les qualités de vie, parce qu'une fois qu'on comprend mieux, on peut peut-être mettre des solutions plus adaptées, aussi pour améliorer le quotidien. Vraiment, le but, c'est je vous l'ai dit, d'avoir une meilleure description de cette maladie génétique rare, une meilleure connaissance des troubles psychiques pour repérer plus tôt, mettre des prises en charge précoces, ciblées et adaptées, et aussi faire connaître ensuite après, participer dans un but de formation à la connaissance des comorbidités qu'on peut avoir sur cette pathologie. Et bien sûr, c'est une étude qui va participer au développement de la recherche, de la formation. C'est aussi une des premières études, je pense, dans cette thématique qui a pour but d'avoir vraiment beaucoup de patients en même temps sur cette question avec, on va voir, il y a des évaluations médicales, des questionnaires aussi que vous aurez à remplir. Donc ça fait un peu double regard, à la fois qu'est-ce que le médecin peut retenir et puis à la fois qu'est-ce que vous pourrez dire du quotidien et de votre perception aussi des difficultés. Je laisse maintenant peut-être Capucine qui va vous présenter vraiment le projet et le protocole. Donc, bonjour à tous. Donc, comme disait le docteur Motolez, le but de cette étude, ce sera vraiment de réaliser une évaluation complète et le plus précise possible de cette symptomatologie psychique et du fonctionnement global des patients. Donc pour ça, il y aura effectivement un double regard, donc une partie apportée par vous en tant que patient, donc par des auto-questionnaires qui seront à remplir à la maison, en famille, en prenant un petit peu plus le temps. Donc ça va être des auto-questionnaires qui vont se baser sur les fonctions adaptatives, donc les chaînes de Vineland, et des auto-questionnaires spécifiques qui vont rebalayer un petit peu la symptomatologie psychiatrique selon des classes d'âge. Donc ça s'appelle les échelles d'Aschenbach ou Aschenbach, on ne sait toujours pas comment prononcer ça. Et puis il y aura une partie médicale générale dans un premier temps. Donc on va recueillir un petit peu le parcours général des patients avec les diagnostics évoqués, les traitements ou pas mis en place, des prises en charge ou pas mises en place. Enfin voilà, retracer un petit peu le parcours général. Et puis ensuite, dans un second temps, des hétéro-évaluations psychiatriques dirigées et avec des échelles qui sont validées et reconnues. C'est des échelles qui sont différentes selon l'âge des patients. Donc les enfants, ce sera une CASADS et les adultes, ce sera une mini. Bon, finalement, le nom vous importe peu, mais c'est des échelles qui sont validées, reconnues dans ce domaine et qui permettent de balayer large et qui seront du coup validées médicalement. Pour l'inclusion des patients, c'est une inclusion qu'on va essayer de faire au plus large, grâce notamment à vous, à l'association White-Sutton France qui regroupe un bon nombre de patients. Et puis pour essayer de toucher le plus de monde possible, on diffusera l'étude aussi aux différents réseaux professionnels de maladies génétiques. Au niveau des critères d'inclusion, les patients pour être inclus, ça concerne et les enfants et les adultes. Et le critère principal, c'est qu'il faut qu'un diagnostic génétique soit posé avec une mutation identifiée.
Au niveau de l'exclusion, donc c'est l'absence de diagnostic génétique, un refus de participation puisque c'est toujours sur la base du volontariat. Les familles non francophones ne pourront pas intégrer l'étude, tout comme les familles qui n'ont pas accès à la visioconférence, parce qu'on va vous faire un schéma plus précis où donc vous allez voir que le but c'est qu'on vous demande jamais de vous déplacer. Donc on souhaiterait faire l'étude sur à peu près 2 ans, si tout se passe bien, de l'annonce de l'étude et la diffusion de l'information jusqu'à la présentation des résultats. Donc en premier temps, donc ça sera l'annonce de l'étude, la diffusion, le début du recrutement, et puis on commencera par un entretien médical en visioconférence avec moi, où on représentera l'étude, on recueillera surtout la non-opposition et la signature des consentements pour pouvoir bien démarrer l'étude. Et puis là, on fera le recueil médical un petit peu général, comme je vous disais, les antécédents médicaux, traitements, bilans qui ont déjà été réalisés ou pas, les suivis actuels, qu'on comprenne un petit peu la situation globale. Par la suite, il y aura un second entretien à nouveau en visioconférence qui sera dans 2 endroits différents selon l'âge du patient. Donc les adultes seront gérés par le Génopsy de Lyon et les enfants par moi sur Dijon. Mais en visio. Donc par la suite, après ces 2 entretiens médicaux en visio, chaque famille, donc chaque patient recevra des questionnaires à remplir, des questionnaires qui seront probablement papier. Là, c'est encore à définir, mais pour l'instant, on va partir sur une forme papier. Donc, il y aura une échelle de Vineland, comme on vous disait tout à l'heure, pour évaluer un petit peu les fonctions adaptatives, l'autonomie, tous ces genres de choses au quotidien. Et puis, un auto-questionnaire à remplir sur les symptômes psychiatriques. Donc, ce qui permet d'avoir la vision, dans un premier temps, l'entretien médical, donc la partie médicale psychiatrique, et puisque vous pouvez rapporter de votre côté. Et tout ça sera relu ensuite par les neuropsychologues de l'équipe de Lyon, encore une fois. Une fois qu'on aura récupéré tout ça, on va analyser les résultats, dans l'objectif aussi de faire une publication par la suite. Et après ça, il y aura un 3e entretien médical qui sera proposé, non obligatoire, si les patients le souhaitent, pour faire un petit peu un retour sur les résultats, des résultats personnels, pas résultats d'études, donc sur les différentes échelles qu'on aura passées, mais sans possibilité par contre de faire de suivi, ni de traitement. Ça sera de la réorientation sur les soins locaux, mais avec quand même une restitution des bilans passés avec nous. Et enfin, une présentation des résultats, comme cette journée par exemple, pour la prochaine. Au niveau des échelles, de manière un petit peu plus spécifique, donc on vous disait que la mini était passée chez les adultes. Donc ça veut dire mini international neuropsychiatrique interview. C'est un entretien diagnostic structuré, donc fait par un médecin psychiatre, qui dure en moyenne 18,7 minutes, plus ou moins 11 minutes. Mais c'est pas très très long. C'est pas très long. Au niveau des enfants, on a une échelle qui est un petit peu plus longue, qui s'appelle la CASAD, qui est pareil, un entretien diagnostique semi-structuré qui concerne les patients de 6 à 18 ans et qui peut être fait avec les parents, enfin qui sera fait avec les parents du coup. L'échelle est un peu plus longue, elle se compose en plusieurs sous-parties, donc si on remplit toutes les sous-parties parce que le patient présente tous les symptômes, c'est très long. Si finalement il ne les présente pas, ça peut être balayé un petit peu plus rapidement, mais ça peut durer jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie au maximum, mais ça ne sera pas plus que ça. L'échelle de Vineland dont on vous a parlé, donc qui sera à remplir par écrit à la maison, c'est une échelle du comportement adaptatif qui évalue le niveau d'autonomie et l'adaptation, et donc ça c'est fait de 1 à 98 ans, donc ça il n'y aura aucune restriction. Et enfin l'échelle d'Aschenbach dont on vous parlait, qui est un auto-questionnaire sur les symptômes psychiatriques qui se fait par différentes tranches d'âge, donc selon la tranche d'âge vous aurez le questionnaire adéquat. Au niveau des points forts qu'on retrouvait dans notre étude, c'était d'abord ce travail de collaboration avec vous et puis avec l'association qui était quelque chose de très important. Le design de l'étude qui permet un double regard, comme on vous disait, à la fois de la part des patients et des familles et de la part des médecins. La visioconférence qui vous permet de limiter les déplacements et un retour sur la participation à l'étude avec vos retours de résultats personnels au besoin. Comme
tout point fort, il y a des limites aussi. La grande limite, c'est l'accès à Internet. S'il n'y a pas possibilité d'Internet et de visio, ça risque d'être compliqué parce que justement, on ne voulait pas vous faire déplacer. Et puis, l'implication aussi des patients et des accompagnants pour remplir à la fois les questionnaires et à la fois participer au visio. Au niveau du calendrier, donc aujourd'hui, on a commencé la demande d'autorisation auprès du CPP, donc qui est le Comité de protection des personnes. Le synopsis de l'étude est en cours de rédaction et on est en train de finaliser le protocole. Comme on vous a fait la description globale, mais il y aura des choses un petit peu plus fines à établir. On a créé une adresse mail si vous souhaitez nous contacter et surtout si vous souhaitez participer. Donc l'adresse mail est disponible là. Et on a grand espoir de pouvoir débuter en septembre 2025 dans l'idéal. On vous la réaffichera aussi au besoin. Voilà, je crois qu'elle est encore là. C'est le point important, on l'a mis de partout. Du coup, on est très content. Je crois que l'étude se met en place, d'arriver à avoir un projet cohérent, à la fois que ce soit pertinent au niveau scientifique, qu'on puisse vous faire un retour, et à la fois que ça puisse coller aussi aux attentes qui étaient aux questions que vous pouviez vous poser. C'est la première étude, je crois, enfin en tout cas dans la littérature, on n'en a pas encore vu, qui combine à la fois les entretiens médicaux semi-structurés, donc c'est des évaluations très standardisées, et à la fois un retour et des auto-questionnaires, et surtout la Vineland, en fait, ça nous permet de mettre en perspective les troubles psychiques ou ce que vous décrivez avec le quotidien des personnes. Les fonctions adaptatives, il y a toute une part, la sociabilité, l'autonomie à la maison, donc ça nous permet d'avoir aussi un peu le contexte de vie, et ça fait vraiment, ça apporte quelque chose de plus sur l'évaluation, c'est pas juste les troubles psychiques totalement isolés, et de combiner avec un hétéro-questionnaire qu'on va vous demander de remplir, qui est assez court, en fait, celui qu'on a posé, parce que la problématique pour nous, là où il y a 2-3 questionnaires, c'est qu'il y a beaucoup de questionnaires qui sont possibles. Simplement, notre problème, on ne voulait pas vous surcharger de questionnaires, que vous y passiez des heures, donc vraiment juste ce qu'on a besoin et pas trop long. On compte sur une participation, plus il y aura de personnes qui seront incluses, plus on pourra vous redonner des choses et conclure sur les résultats, et faire aussi un peu la différence avec ce qui existe déjà, où c'est vraiment décrit, mais de façon très ponctuelle, avec quelques patients. Donc finalement, pour une idée générale, c'était limité. Et vraiment, on pense que c'est un travail qui est aujourd'hui indispensable pour mieux comprendre la maladie, et puis améliorer aussi les prises en charge, et puis savoir que c'est des difficultés qui existent aussi pour les personnes, à la fois pour les entourages et les familles, mais aussi les personnes qui prennent en soin les patients, de savoir qu'il y a une partie aussi psychique qui est non négligeable, parce que comme je l'ai dit au début, ça impacte à tous les niveaux si c'est présent et non pris en charge. Donc comme vous l'avez dit, une des limites de l'étude, c'est que ça vous demandait aussi un petit peu de travail de votre côté. Nous, on va être Capucine vraiment disponible pour répondre aussi à vos questions. Donc si vous voulez des renseignements et participer, il ne faut pas hésiter à nous contacter. L'adresse mail dédiée, ça permet que tout arrive au même endroit et il n'y aura pas de perte de mail. Peut-être des délais de réponse en fonction de nous, de notre disponibilité, mais au moins les demandes et les questions seront vues et pas perdues dans des mails professionnels ou des choses comme ça. Merci pour votre attention. Vous voyez, l'adresse est encore là. Et il ne faut pas hésiter, en tout cas, si vous avez des questions sur le protocole ou sur cette thématique, en tout cas. Bon, du coup, le but est à chaque réunion, d'essayer d'avoir des thématiques un petit peu différentes de ce qu'on aura fait la fois d'avant. Et donc là, Karine m'a demandé de faire un petit retour sur ce qui se passait à l'international, justement, du coup, recoupant un petit peu les questions que vous avez pu avoir juste avant. Alors déjà, essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe dans les maladies rares, au niveau de la recherche, et des liens qu'on peut avoir avec l'international. Parce que ça diffère quand même beaucoup du reste de la santé en général. Parce qu'en fait, dans les maladies rares, on est... déjà, les généticiens sont une spécialité où on est peu nombreux. On se connaît
quasiment tous, en fait, en France, parce qu'on a la chance, en plus, de se réunir tous les mois pour des échanges et formations. Et une maladie rare, en fait, va être parfois présente dans très peu de personnes dans un pays. Alors ici, on sait pour le syndrome que vous êtes probablement un petit peu moins de 100, ce qui est plutôt pas mal par rapport à d'autres pathologies. Moi, je m'occupe par exemple beaucoup d'une pathologie où il y a que 3 personnes en France. Donc du coup, on va avoir particulièrement besoin d'échanger avec les autres. Il a été souligné tout à l'heure, effectivement, qu'il y avait de la chance autour de cette organisation. Alors, c'est vrai que Sylvie pourra en parler aussi, parce qu'on est toutes les deux depuis longtemps dans le milieu des maladies rares. L'organisation de cette association, elle est aussi particulière. Déjà, il n'y a pas d'association pour toutes les maladies rares en France, mais avoir une association qui est très, très fédératrice au point d'avoir 90% peut-être des personnes qui sont dans l'association, moi, je n'en connais pas d'autres. La plupart des situations, on est plutôt à 30% des personnes. Donc je pense que tout ça, c'est dû au fait que Karine a eu beaucoup d'énergie mise dans l'association, pas que toi, mais les personnes autour, et qui ont vraiment cherché à se faire connaître et à travailler avec les centres de référence et les filières de santé pour que finalement, dès que quelqu'un a un nouveau diagnostic au centre de White-Sutton, va penser à parler à l'association. Et ça, quand l'association, il y a des maladies pour lesquelles l'association, qu'on ne sait pas qu'il y a une association, parce qu'elle aura été créée un an avant et qu'on n'aura pas été particulièrement informé. Alors normalement, quand on fait un nouveau diagnostic de maladie rare, on devrait quand même aller systématiquement regarder si jamais il y a une association qui s'est créée, parce que ça fait partie des choses qu'on doit faire à un moment donné, rapidement après le diagnostic, soit le jour du diagnostic ou soit au rendez-vous post-diagnostic. Bon, toujours est-il que du coup, il y a une certaine inégalité dans la part que va prendre une pathologie et l'organisation qu'il va y avoir autour de cette pathologie dans certains pays. Et effectivement, parfois, il peut y avoir des initiatives de recherche qui vont particulièrement naître dans un pays parce qu'il y a une association forte qui forcément, de fait, va donner envie de faire des études parce qu'on se dit que c'est des études qui vont aller plus loin. Là, en l'occurrence, on a bien vu avec l'étude de Colline au départ que, pareil, il y a eu une réponse au questionnaire qui a été aussi très forte. Et ça, pareil, quand on envoie un questionnaire en général, on a l'habitude qu'il y avait une réponse à peu près autour de 20-30%. Et là, du coup, le taux de réponse a été important. Ce qui veut dire que c'est une situation un petit peu gagnante-gagnante parce que la collaboration se fait bien. Alors, au niveau pour revenir à la situation internationale, dans les maladies rares, c'est constant qu'on ait beaucoup de collaboration avec l'international. Ça n'existe pas, les situations où on travaille que entre nous. Et je dirais même dans les maladies rares, beaucoup plus fréquentes, parce qu'on apprend beaucoup de ce que font les autres, parce que le nombre de personnes n'est pas forcément très élevé, et parce que les ressources, vous voyez, dans nos centres de référence, on gère entre 3 et 5 000 maladies rares différentes, alors souvent même plus, parce qu'en dehors de nos centres de référence, on s'occupe aussi de tout le reste des maladies génétiques. Et de fait, il ne peut pas y avoir dans un pays comme la France de la recherche de haute qualité et poussée sur toutes les maladies rares. Et aussi, c'est bien quand on ne fait pas tous la même chose. C'est vrai, quand on fait une étude et puis que finalement, juste avant qu'on soit au moment de publier les résultats, on a nos collègues d'un autre pays qui ont fait exactement la même chose, ça va réduire l'impact de l'intérêt au niveau international scientifique de nos résultats. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens et il y a beaucoup aussi de partage des connaissances et qui peuvent commencer dès tôt dans le projet. Et donc, c'était comme ça, en l'occurrence, que, par exemple, Colline avait été, je remontrerai un petit peu après,
invité à parler, je ne sais pas si tu l'as dit du coup, au congrès qui a été organisé par la Fondation aux États-Unis, parce qu'ils étaient effectivement au courant des études que l'on réalise. Donc, le lien, il est un petit peu avec tous les continents, évidemment avec beaucoup plus de choses qui se passent dans les continents qui sont, on va dire, qui sont favorisés au niveau de l'accès aux soins. Donc essentiellement avec l'Amérique du Nord, l'Australie et puis l'Asie et bien sûr l'Europe avant tout. Alors au niveau de l'Europe, c'est particulièrement fort parce que vous avez dû en entendre parler un petit peu dans les politiques maladies rares, il y a des réseaux européens de référence qui se sont mis en place et celui qui couvre notre groupe de pathologie est en plus piloté en France par le professeur Verleus à Robert Debré. Ce qui veut dire que le réseau européen peut être aussi, quand on a des pathologies trop rares pour faire des études qu'en France, vont être le lieu de partage d'informations en disant, voilà, on travaille sur quelque chose, est-ce que vous voulez participer ? On l'a dit tout à l'heure, du coup, pour les études qu'on a menées, on n'est pas allé au-delà de la France parce qu'il y avait déjà beaucoup de données à gérer et puis une étude de recherche, il faut être capable de l'amener à bien. Quand on fait des études de recherche, on va avoir des situations où on va avoir besoin de beaucoup de financement. Je reviendrai dessus pour un autre exemple tout à l'heure, qui est la question de la thérapeutique. Et puis parfois, il y a des études, en fait, celles qu'on a menées avec Colline, on n'a pas demandé de financement pour, parce que c'était une étude qui était finalement peu coûteuse. Il fallait produire un document en ligne qui a été autogéré par Colline dans le cadre de sa thèse. Celle qui est réalisée par Capucine et Raphaël aurait pu faire l'objet d'un financement parce que ça va mobiliser quand même pas mal de temps et aussi du coup des professionnels d'un autre centre de référence, donc de Génopsie à Lyon. Mais c'est vrai que si jamais on rajoute la couche de recherche de financement, on peut prendre quasiment 1 an et demi de retard dans une étude, parce que c'est très long, les processus de financement. Donc des fois, on peut décider de lancer des études, on va dire sur fonds propres, avec les moyens du bord, comme on dit. Donc, alors, quand on va vouloir regarder s'il y a quelque chose qui se passe à l'international, une grosse étude officielle, on va dire, parce qu'il y a aussi plein de petites choses qui sont faites et qui sont pas forcément déclarées. Quand il va y avoir des études importantes, on a un site qui s'appelle Clinical Trial, qui est accessible par tout le monde, où on peut regarder pour sa pathologie, on peut rentrer syndrome de White-Sutton. Et il y a une seule étude qui sort pour le syndrome de White-Sutton, déclarée sur Clinical Trial. C'est beaucoup les essais thérapeutiques qui sont déclarés sur Clinical Trial, mais pas que. Et donc l'étude qui est annoncée là, c'est donc un registre de patients qui n'est pas que pour le syndrome de White-Sutton, qui est un gros registre qui a été mis en place par l'université de Stanford et qui répertorie qui travaille sur pas mal de pathologies rares, dont le syndrome de White-Sutton. Ce qui veut dire que c'est quelque chose auquel vous pouvez participer si vous voulez. Maintenant, c'est vrai que ça peut peut-être vous faire trop parce que vous avez déjà participé à Génida, que vous participez déjà pas mal au questionnaire. Mais en tout cas, si vous avez envie d'aller de participer au niveau international, c'est possible de faire partie de ce registre. Donc là, on vous demande, en fait, c'est aussi un registre participatif, comme on a parlé au départ, où vous rentrez des données vous-même sur les conditions de santé qui sont rencontrées. Alors, on a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui existe d'autre dans le monde autour du syndrome. Donc, il y a une fondation sur le syndrome. Donc, les fondations, c'est un stade au-dessus des associations parce que c'est beaucoup plus lourd et c'est mis en place quand les porteurs vont être très confiants sur le fait de pouvoir récupérer
beaucoup d'argent. Aux États-Unis, c'est très très à la mode les fondations, parce qu'il y a beaucoup d'aides, de participation du public à la recherche, bien plus qu'en France. Alors même s'il y a beaucoup de participation par le biais du Téléthon, mais autrement c'est peut-être moins bien connu. Et on a beaucoup aux États-Unis des personnes qui vont décider d'ouvrir une association dans le but de vraiment faire changer les choses pour leur pathologie. Et beaucoup quand il y a une ambition thérapeutique importante dedans, parce qu'une fondation, finalement, peut attirer les chercheurs en finançant des gros programmes de recherche. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça aux États-Unis. Et cette fondation fait tous les ans un congrès aux États-Unis, donc celui où Colline a intervenu la dernière fois. Et vous voyez d'ailleurs, c'était le dernier qui est là, mais il y a d'autres, et tout est enregistré. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, si vous voulez a posteriori aller écouter ce qui s'est dit, eh ben, vous pouvez le faire. Donc là, c'était un peu tout ce qui se passe dans le monde. Alors, en sachant qu'il n'y avait pas que le syndrome de White-Sutton qui était traité, mais aussi un autre syndrome lié à un autre gène voisin qui s'appelle CHAMP. Il y avait des topos qui étaient ciblés là-dessus, en particulier ceux autour de la thérapeutique. L'autre façon d'avoir des informations, c'est par les publications scientifiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est moins facilement accessible pour vous, parce que ce n'est pas d'un langage tellement compréhensible pour les familles en anglais, et on n'a pas toujours le détail de ce qu'il y a dans la publication. En l'occurrence, celle-là, qui était un travail qui voulait regarder un peu, essayer de mieux comprendre les troubles du sommeil qu'il pouvait y avoir dans le syndrome, qui ne sont pas constants. Et ben, ce n'est pas quelque chose qui est accessible en ligne par tout le monde. Il faut avoir des accès spécifiques pour aller plus loin. Et après, on arrive sur un article qui est ardu sur le plan de la compréhension. Donc, là, je vous ai mis un petit peu ce qui est nouveau dans le syndrome. Il n'y a pas beaucoup de choses, sans avoir mis, parce qu'il y a aussi beaucoup une mode en maladie rare, c'est de faire des publications sur un cas unique. Et ça, je ne vous les ai pas mis. Une publication où on dit, bah, tiens, on publie le premier patient iranien avec le syndrome de White-Sutton, parce que ça ne va pas changer grand-chose en nos connaissances. Et donc, dans les cas uniques aussi, Colline l'a parlé tout à l'heure, par exemple, il y a eu un patient qui a été décrit avec une maladie cœliaque dans le syndrome de White-Sutton. Donc, quand c'est des cas uniques, c'est je dirais, moins fort en termes d'impact de ce qu'on peut en tirer, mais ça peut être un premier fil vers quelque chose à explorer. Donc, ça peut avoir du sens, mais après, c'est vrai qu'on s'intéresse particulièrement aux études un peu plus grosses. Dans cette étude-là, c'est une étude un peu conceptuelle, de recherche plus fondamentale. Ce n'est pas une étude qui étudie le sommeil des personnes, mais qui part sur le principe il y a des troubles du sommeil chez certains, essayons de comprendre pourquoi. Donc, ils ont fait tout un truc en essayant de regarder les gènes qui interagissent avec le syndrome de White-Sutton versus les gènes qui sont connus pour pouvoir jouer dans le sommeil. Et il y a un overlap d'à peu près 20% de gènes. Donc, c'était ça le but de l'article. Il y a un autre article qui est sorti depuis la dernière conférence aussi, qui était sur est-ce qu'il y a un peu plus de malformations cardiaques congénitales dans le syndrome de White-Sutton. Donc, ça part, vous voyez, d'une seule observation à la base, mais les auteurs font aussi une revue de la littérature, c'est-à-dire ils disent, ils tombent sur un de leurs patients qui a un syndrome de White-Sutton avec une pathologie cardiaque, ce qui n'est pas courant, et du coup ils vont aller regarder dans les autres rapports qui ont été faits, finalement, qu'est-ce qu'on en dit. Et ils avaient mentionné que un lien avec une malformation cardiaque et le syndrome de White-Sutton n'était pas encore clair. Mais néanmoins, au final, en faisant toute la revue de la littérature, ils ont trouvé quand même 18 observations, ce qui est du coup quand même pas mal et qui peut laisser penser que ça peut être un signe rare associé. Donc, vous voyez un petit peu comment on peut apprendre des choses petit à petit
sur des choses qui sont fréquentes et des choses qui le sont un peu moins. Et puis donc, on avait déjà parlé la dernière fois, vous vous souvenez peut-être, de l'étude thérapeutique qui est menée en Italie sur le pérampanel. Alors, ce travail italien, il était basé sur le fait qu'il y avait des études chez la souris qui semblaient montrer que le pérampanel, qui est un traitement qui est donné pour l'épilepsie, mais qui n'est pas un traitement courant de l'épilepsie, faisait du bien à la souris. Donc là-dessus, il y a eu un collègue italien qui a mis en place un essai thérapeutique pour essayer ce que donnait le pérampanel chez les personnes présentant un syndrome de White-Sutton. Donc, comme on doit le faire dans un essai thérapeutique, il y a des choses qu'on va regarder à des moments donnés, donc des échelles de nouveau pour regarder si jamais on a une amélioration sous traitement. Donc, il y a un traitement qui va être donné au départ avec une certaine dose. Ensuite, il y a des échelles qui sont mises en route. Si jamais il n'y a pas d'amélioration aux premières échelles, il y a une proposition d'aller sur un dosage supérieur. Si jamais il n'y a pas d'amélioration à un dosage supérieur, il y a encore la proposition d'aller à un dosage encore plus élevé. Et donc, au total, on est sur un suivi qui dure 2 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont changé après nos premières discussions, parce qu'effectivement, au départ, ils étaient sur un essai où ils voulaient faire un suivi de 4 mois. Et c'est vrai qu'on leur a dit que dans les maladies du neurodéveloppement, on voyait quand même pas bien comment on pourrait avoir une amélioration aussi vite. Donc, après, classique, dans les essais thérapeutiques où on regarde des améliorations dans les pathologies du neurodéveloppement, c'est surtout les échelles qui vont compter dans l'amélioration. Donc, il y a eu effectivement 4 personnes qui ont été incluses en Italie, et il y en a un où on nous dit qu'il a arrêté sa participation tout au début de l'essai, on ne nous dit pas pourquoi. Donc après, on en a 3 autres, donc 13, 10 et 11, qui ont des variations différentes et qui ont des sévérités aussi différentes, puisqu'on voit qu'il y en a 2, le 1 et le 4, qui ont une déficience intellectuelle qui est plutôt légère à modérée, alors que le patient 2 est plutôt modéré à sévère. Et donc, le premier patient, ils nous disent qu'il y a une amélioration très importante sur le comportement. Il est sous pérampanel depuis 28 mois. Donc, ils ont dû le continuer au-delà du temps, ce qui est classique quand on est content d'un traitement. Et ils disent particulièrement qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur le plan de l'anxiété. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui apparemment était tout le temps chez lui et ne voulait pas sortir parce qu'il était hyper anxieux de tout. Et que maintenant, il est beaucoup plus à l'aise pour sortir et il prend le bus tout seul. Et c'est vrai aussi quand même que c'est un vrai souci qu'on a de façon générale pour arriver à évaluer des effets du traitement, c'est aussi que les enfants grandissent. Donc au début du traitement, il avait 13 ans, maintenant il en a 15 et demi. Et donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent aussi compter dans le fait qu'il y ait des changements. Et donc ça, c'est un vrai souci, même si les échelles sont censées prendre en compte tout ça. Donc en tout cas, ils nous disent qu'il y a eu des améliorations sur l'échelle de Vineland, sur l'échelle CBCL dont on vous a aussi un petit peu parlé tout à l'heure, et puis l'anxiété et l'autonomie. Ensuite, le deuxième, c'était une personne qui avait une déficience intellectuelle plus marquée, qui avait 10 ans, et là ils nous disent qu'il y a eu une amélioration au niveau des échelles, mais qui était peu marquée, et que l'agitation, d'après les parents et les enseignants, aurait augmenté, donc avec un peu de mieux dans certaines choses et moins dans d'autres. Et là, donc, vous voyez, on va être prêt, je vais avoir le 4e patient, mais par exemple, ils disent déjà que du coup, ils en concluent que l'amélioration est plus importante chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle moins importante. Et normalement, franchement, essayer de conclure des choses sur 3 patients, on ne peut pas. On n'a vraiment pas le droit. Et donc voilà, c'est un peu ça le truc un peu global qui
qui nous embête. Donc le quatrième, on est sur une fille de 11 ans, donc déficience intellectuelle légère à modérée, qui est sous traitement depuis 8 mois. Et ils nous disent qu'il n'y a pas de changement dans l'échelle de Vineland, qu'il y a des améliorations dans le comportement et qu'il y a des améliorations aussi dans l'autonomie et la socialisation d'après les parents. Bon, donc en gros, actuellement, il est impossible de dire si jamais on a des améliorations ou non par rapport à ce traitement. On part d'un principe aussi de quelque chose qui vient du modèle de la souris. On sait qu'en général, transposer la souris à l'homme, ça marche que dans 10% des cas à peu près. Et donc, j'en ai fini ici pour l'overview un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Et donc, oui, pour répondre à une précédente question, effectivement, on n'a pas d'informations, de focus spécifique qui serait fait, du coup, comme l'étude sur les signes psychiques qui est en cours, plus effectivement ce registre international qui balaye l'ensemble des signes au global et qui est donc porté par le professeur Sutton, hein, qui reste très actif dans le suivi de la pathologie qu'il a décrit il y a quelques années. Et je suis à votre disposition pour des questions, si vous en avez. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jenny Cornaton, je suis neuropsychologue dans le service de génétique à Dijon. Et donc, je vais vous parler des nouveaux types de prise en charge paramédicale. Nouveau type, c'est un grand mot parce qu'au final, je pense que vous allez en connaître certaines d'entre elles. N'hésitez pas à m'interrompre pour me poser vos questions. Je trouve que c'est peut-être plus sympa en dynamique comme ça parce que je vais vous présenter différentes choses à la suite les unes des autres. Alors déjà, peut-être un petit topo. Pourquoi prendre en charge au niveau paramédical ? Je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est le syndrome de White-Sutton, je pense que vous le savez tous, mais comme on a pu en discuter ce matin, il y a différents types de profils, même si c'est un même syndrome, et on peut voir qu'il y a vraiment différentes choses qui peuvent être prises en charge au niveau paramédical. Moi, je vais surtout me baser sur tout ce qui va être trouble du neurodéveloppement, donc le trouble du développement intellectuel, ou alors les troubles des apprentissages, TDAH, TSA, etc. L'importance de prendre en charge, c'est que les troubles du neurodéveloppement, notamment, ils vont avoir un impact qui va être assez conséquent, finalement, dans différents domaines de la vie. Ça ne va pas toucher uniquement le domaine scolaire, on voit bien que ça va toucher aussi le domaine social, le domaine émotionnel, la confiance en soi. Et si on ne prend pas en charge ce type de troubles-là, et ben, du coup, on peut avoir des répercussions qui peuvent être assez générales. Donc, comme je vous le disais, un même syndrome ne veut pas dire qu'il y a un même profil. Donc au final, je ne vais pas vous donner une liste bien précise des prises en charge qui vont être importantes à faire. Ça va vraiment être important finalement de se baser sur les symptômes que va présenter la personne. Donc je ne vais pas vous redéfinir tous les types de prises en charge qui sont possibles et imaginables parce qu'on en aurait pour plusieurs jours. On va vraiment se baser sur quel type de problème est le plus important au niveau du quotidien. Est-ce que c'est le langage? Est-ce que c'est la motricité? Est-ce que c'est le social? Pour ensuite orienter vers certains types de professionnels. Pour pouvoir, du coup, savoir un peu vers quel type de prise en charge on va orienter, il y aura plusieurs choses à prendre en compte. Donc du coup, ce qui va être important vraiment à regarder, ça va être au niveau du développement, qu'est-ce qui pose le plus de difficultés à chaque personne. Ça va vraiment être important de regarder tout ce qui va être développement du langage, développement sensorimoteur, tout ce qui va être sensorialité aussi, qui compte vraiment beaucoup au niveau du quotidien. Et l'idée avant toute prise en charge, ça va vraiment être d'avoir une idée du niveau global de la personne. Donc c'est pour ça que les tests cognitifs au niveau neuropsychologique pour avoir une idée du développement général de la personne et les tests adaptatifs avec par exemple le questionnaire de la Vineland 2 dont on vous a parlé tout à l'heure vont vraiment être importants pour pouvoir cibler quel type de prise en charge va être primordial. L'idée, c'est pas non plus de faire des tonnes et des tonnes de prise en charge pour chaque patient. Ça va vraiment être de cibler qu'est-ce qui est le plus important à traiter là, à l'heure actuelle. Donc, dans tous les cas, ce qui va vraiment être important, en tout cas, à chaque fois qu'on fait une évaluation de la personne, avant tout type de prise en charge, ce qui est important à mon sens, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle de la psychoéducation.
c'est-à-dire vraiment d'expliquer les différents troubles ou alors les déficits, expliquer d'où ils viennent, en quoi ils consistent, qu'est-ce que ça va apporter comme répercussion au niveau du quotidien. Donc la psychoéducation, ça peut vraiment être fait quand on fait le retour aux familles, mais ça peut être aussi fait dans des contextes un peu plus larges, comme par exemple avec l'éducation thérapeutique du patient, qui permet vraiment de se cibler sur une maladie bien particulière, un trouble bien particulier, pour aller définir un petit peu, on va dire, de fond en comble ce que ça amène comme répercussion au niveau du quotidien. Et donc là, l'idée ensuite, c'est que je vous présente un petit peu différents types de prise en charge qui ne sont pas forcément toujours très bien connus ou très accessibles, mais en tout cas qui existent. Et le premier type de prise en charge que je voulais vous présenter, c'est la remédiation cognitive. Donc la remédiation cognitive, on est sur un type de prise en charge qui est proposé en général par les neuropsychologues ou les psychologues, où là, on va vraiment se baser sur les points forts de la personne pour essayer d'aller améliorer ses points faibles. Donc on ne va pas chercher à réparer, entre guillemets, quelque chose qui est dysfonctionnel, mais on va vraiment essayer d'apporter aux patients vraiment des stratégies de compensation pour pallier un petit peu ses points faibles. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin en général d'un bilan cognitif complet pour vraiment bien connaître chaque personne, parce que c'est un type de prise en charge qui va être vraiment très spécifique à chaque personne. Nous, du coup, sur Dijon, on peut proposer, par exemple, au niveau de la remédiation cognitive, des programmes qui s'appellent Cognitus et moi ou Rehabilitus. Donc c'est le même type de programme adapté soit aux enfants, soit aux adultes, qui permettent vraiment de travailler sur les fonctions cognitives à différents niveaux. Au niveau des fonctions cognitives, on va vraiment travailler dans ce programme-là plutôt tout ce qui va être fonction attentionnelle, fonction visuospatiale. Mais l'idée, c'est qu'au final, ce travail-là, il ne va pas s'arrêter uniquement à ces fonctions attentionnelles et visuospatiales, parce que tout ça, finalement, au quotidien, ça nous permet de reconnaître les émotions des autres. Si on n'est pas très attentif à un moment donné, ou si on ne sait pas vraiment poser le regard au bon endroit du visage de la personne qu'on a en face de nous, et du coup, on peut avoir des difficultés à reconnaître les autres et ensuite avoir des réponses inappropriées. Donc, travailler au niveau neurocognitif, finalement, ça nous permet de travailler la cognition sociale et ensuite le comportement au niveau du quotidien. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que je vais vous présenter plusieurs autres types de prise en charge. Une autre qui peut être vraiment intéressante aussi, c'est les thérapies cognitives et comportementales. Donc là, on va plutôt être sur un traitement des symptômes psychiques comme l'anxiété, les TOC. Et là aussi, on va être vraiment sur un type de prise en charge qui va être vraiment adapté à la personne. On va vraiment partir de ses difficultés. Donc l'idée, c'est que quand on est confronté à des difficultés, même d'apprentissage au niveau du quotidien, ça peut entraîner des facteurs d'anxiété. On va être exposé plusieurs fois à ce type de facteurs. Et donc l'idée, c'est de retravailler un petit peu là-dessus pour finalement pouvoir essayer de trouver des réponses alternatives et de diminuer l'anxiété. Donc la TCC, en général, c'est quelque chose qu'on va beaucoup préconiser, notamment quand il y a de l'anxiété, pour essayer de diminuer un petit peu, trouver encore une fois des stratégies de contournement. Autre chose qui est vraiment très important aussi, ça va être les groupes d'habileté sociale. Donc là, on sort un peu de la prise en charge individuelle, on va vraiment être cette fois-ci dans des groupes. L'idée, encore une fois, c'est que qu'on soit dans un trouble du neurodéveloppement, dans des répercussions psychiques, etc., forcément, ça va toucher notre capacité à entrer en relation avec les autres, notre capacité à être à l'aise en groupe. Donc là, on est plutôt sur des types finalement de prise en charge en groupe. Donc là, ça va être vraiment très différent en fonction des lieux de soins. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble et de travailler, je dirais, dans quelque chose d'un petit peu plus concret, avec vraiment une relation aux autres qui se travaille en séance avec un thérapeute. Du coup, sur Dijon, donc on ne l'a pas encore mis en place, mais on avait donc l'idée de reprendre un ETP qui avait été réalisé sur Lyon pour travailler justement tout ce qui est autonomie sociale et émotionnelle. Et donc, du coup, on avait prévu de faire ce type de prise en charge pour des jeunes entre 15 et 21 ans. L'idée, c'est vraiment de travailler autour de tout ce qui va être émotion, donc comment je reconnais mes propres émotions, comment je reconnais les émotions des autres, comment je m'y adapte,
comment je peux aussi m'en extraire si à un moment donné ça devient trop difficile pour moi. Et puis travailler autour aussi de tout ce qui va être les cercles sociaux, avec qui je peux faire certaines choses, avec qui je n'ai pas le droit de faire ces choses-là. Ça, c'est vraiment des choses qui vont être très importantes aussi à travailler en général avec un thérapeute. Autre type du coup de prise en charge qui est vraiment intéressante et qui est pas forcément toujours fréquente, c'est l'activité physique adaptée. Donc là, finalement, ça va aussi pouvoir un petit peu rejoindre d'autres types de troubles qu'on peut remarquer, par exemple dans le syndrome de White-Sutton, la tendance au surpoids, les choses comme ça permet de le travailler aussi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'activité physique, elle ne va pas avoir que des bénéfices physiques, mais elle va avoir aussi d'autres types de bénéfices. Donc au niveau cognitif, parce que forcément quand on fait une activité physique, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse attention à certaines choses. Ça va avoir aussi un impact social, parce qu'on va participer à des activités physiques avec d'autres personnes. Émotionnel, parce qu'il faut apprendre à gérer finalement la réussite, mais aussi la défaite, parce que c'est pas toujours facile au niveau de l'activité physique. Et puis aussi tout ce qui va être un peu sensoriel. Voilà, on va travailler avec le corps, donc il va falloir gérer un peu l'équilibre. Donc ça, c'est aussi vraiment une prise en charge qui, encore une fois, qui n'est pas encore totalement courante pour l'instant, mais qui peut vraiment être intéressante. Et pareil, si je vous donne un exemple de projet sur Dijon, donc là, c'est un projet finalement à la fois qui allie la remédiation cognitive et l'activité physique adaptée. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre en charge des personnes qui ont des symptômes négatifs, donc c'est-à-dire tendance à la dépression, une anxiété qui est assez importante, et d'allier ça finalement à la course à pied. Parce qu'encore une fois, on peut vraiment faire des liens entre comment on va se préparer pour faire une course à pied et avec le quotidien, comment on doit se préparer au niveau du quotidien. Ça va nous demander aussi de la flexibilité. Par exemple, si on sort et que ce jour-là il pleut, du coup il faut qu'on change aussi un petit peu ce qu'on avait prévu. Il faut aussi accepter que peut-être à des moments donnés, on ne va pas y arriver. Donc comment on gère encore une fois cette difficulté. Donc encore une fois, on voit vraiment que tout ce qui va être activité physique, ça ne s'arrête pas uniquement au sport, mais on va vraiment rentrer dans le cognitif derrière. Chose importante aussi, la guidance parentale. Donc là, on va s'éloigner finalement d'une prise en charge vraiment ciblée pour le patient, mais c'est plutôt quelque chose qui va être à destination des parents, en général sans les enfants. Là, on va vraiment être encore une fois sur une approche personnalisée. Donc soit ça peut se faire en individuel, soit en groupe. Donc en groupe, ça peut être aussi l'occasion d'échanger avec des parents qui ont le même type de difficultés. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter aux parents des outils concrets finalement pour accompagner leurs enfants. Parce que l'enfant, il va pas être simplement un enfant, il va vraiment grandir dans un système à la fois scolaire, social, dans le système de la famille aussi. Et ça va vraiment être important que tout ne lui soit pas fait porter non plus et que l'environnement puisse aussi s'adapter. L'objectif va être aussi double, c'est aussi d'apporter un soutien aux parents. Donc là, c'est la petite métaphore du masque à oxygène, c'est-à-dire que en tant que parent, s'il y a un problème par exemple dans un avion, si on ne prend pas le temps de mettre son masque à oxygène, on n'aura peut-être pas forcément le temps d'aider son enfant. Donc ça va être aussi important pour les parents d'avoir un lieu d'écoute avec encore une fois des choses très concrètes qu'on pourrait leur apporter. C'est pas égoïste, mais c'est vraiment prendre soin de soi pour pouvoir ensuite prendre soin des autres. Donc là, on est vraiment, encore une fois, dans de la co-construction entre ce que vont nous apporter les familles au niveau du quotidien et du coup les compétences des thérapeutes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la méthode Barclay, qui est plutôt ciblée en général pour les parents d'enfants qui présentent un TDAH ou un TOP, un trouble d'oppositionnel avec provocation. Donc là, comme je vous le disais, l'objectif va vraiment être double. L'idée, c'est qu'on va essayer au quotidien avec des exercices bien ciblés. Donc par exemple, apprendre à donner des ordres simples, apprendre à repasser des moments sympathiques avec son enfant sans être toujours un petit peu dans l'anticipation des mauvais comportements. Donc vraiment, le but, ça va être de diminuer les mauvais comportements des enfants qui peuvent être opposants,
Et en même temps, diminuer aussi le stress parental et augmenter aussi le sentiment d'adaptation des parents. Parce que forcément, quand on est tout le temps dans une routine un peu négative, à un moment donné, on peut aussi perdre un peu confiance en ses compétences parentales. Et donc, du coup, ça va rentrer un petit peu dans un cercle vicieux. Donc là, c'est un exemple un petit peu de programme qu'on utilise à Dijon. Mais évidemment, tout n'est pas complètement figé dans ce type de méthode-là. Encore une fois, c'est vraiment co-construit avec ce que nous apportent les familles. Donc chaque séance va être complètement différente d'une autre. Un autre type, entre guillemets, de prise en charge qui n'en est pas vraiment une, mais je pense qu'il est vraiment importante à considérer, c'est les aménagements pour le quotidien. Donc parfois, ça peut être un peu difficile, en effet, d'accéder aux prises en charge après les bilans. Mais ce qui va vraiment être important de tirer de ces bilans, finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau du quotidien pour aménager le quotidien à la maison, quotidien scolaire, quotidien professionnel pour l'ensemble des patients. Donc là, on va vraiment être sur des trucs et astuces, donc des petites choses à tester. On a un exemple, par exemple, la balle anti-stress qui est ici. C'est des petites choses un petit peu toutes bêtes qu'on ne pense pas forcément à mettre en place, mais finalement, quand on a le profil un peu général du patient, on peut se dire ça, peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut marcher pour certains, peut-être pas pour d'autres, mais en tout cas, c'est important de les avoir en tête. Et encore une fois, ça permet aussi à la personne de ne pas porter toute la responsabilité, mais de montrer vraiment que l'environnement va aussi s'adapter à ces difficultés. Ce type de prise en charge, ce type d'aménagement, ils peuvent être intégrés vraiment dans un PAP, dans une RQTH, mais au final, elles devraient être accordées à n'importe qui, avec ou sans trouble. Voilà, ça devrait être intégré finalement un petit peu dans notre manière de faire au niveau de la société. Parfois, il y a certains matériels qui demandent quand même l'accompagnement de certains thérapeutes, notamment l'ergothérapeute. Donc voilà, ça c'est vraiment très dépendant de chaque astuce et de chaque profil de patient. Là, je vous ai mis des petits exemples finalement d'aménagement au niveau du quotidien, des choses un petit peu toutes bêtes. Ça peut être des emplois du temps visuels, des fidgets, des timers pour pouvoir gérer la notion du temps au niveau visuel, ou des grilles un petit peu d'émotions pour aider le patient qui a du mal à s'exprimer, pour aider un petit peu à indiquer à quel niveau émotionnel il se trouve. Et du coup, dernière petite prise en charge qui est vraiment importante, mais je pense que c'est celle qui est vraiment peut-être la plus difficile d'accès à l'heure actuelle, c'est tout ce qui va être autour de la vie intime, affective et sexuelle. Donc là, vraiment, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte parce que tout à chacun, on a une VIAS, qu'on ait un trouble ou pas. Et si on ne prend pas en compte ces difficultés-là, ça peut entraîner des difficultés comportementales, ça peut entraîner un mal-être. Et puis, du coup, finalement, parfois, on va pas se focaliser sur la bonne source. On va essayer de traiter l'anxiété, mais au final, peut-être que l'anxiété, elle vient peut-être un petit peu de ça. Donc ça, quand même, ça devient de plus en plus courant au niveau notamment des institutions. Il y a de plus en plus de groupes autour de ça. Moi, j'avais bien aimé les remarques de collègues pendant des formations. C'est qu'au final, il n'y a pas forcément besoin d'être professionnel pour parler de la VIAS. Il suffit simplement d'en parler en tant qu'être humain, d'être assez ouvert à ce niveau-là. Et vraiment, on peut simplement répondre aux questions sans avoir honte, oser en parler. Et surtout, il y a une phrase, je trouve, qui est vraiment importante à garder en tête, c'est qu'on ne peut pas interdire quelque chose sans proposer une alternative. Donc typiquement, si on interdit un enfant de se toucher en public ou des choses comme ça, s'il le fait, c'est qu'il en a besoin. Donc, ok, on lui interdit parce que ça ne se fait pas à cet endroit-là, mais qu'est-ce qu'on peut lui proposer à la place ? Ça peut être typiquement les aménagements, ça peut être les balles anti-stress, ça peut être aller dans un coin où on a le droit de le faire. En tout cas, ça c'est une phrase qui va être importante à garder en tête à mon sens. Voilà, et donc du coup, je finis cette présentation assez rapide parce que, encore une fois, je ne peux pas tout vous présenter au niveau des prises en charge. Sur de nouveau la première phrase que je vous ai présentée, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre en charge les symptômes, ce qui va être vraiment important pour la personne à un moment donné, et que voilà, tout le monde est différent. Encore une fois, comme on le disait ce matin, qu'on ait
un syndrome ou pas, on ne peut pas forcément prédire de l'avenir. Donc, du coup, ça va vraiment être important de prendre en charge la personne telle qu'elle est, avec les difficultés à l'instant T de ce qui est important.